Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être parmi nous pour la deuxième webconférence de l'association dont le thème sera l'alimentation dans les spondyloarthrites, qui nous sera présentée par le docteur Poivré, rhumatologue au CHR de Metz-Nancy. Je vous remercie, Monsieur Poivré, d'avoir pris le temps de pouvoir prendre de votre temps pour faire cette webconférence. Je vous souhaite à tous une bonne conférence. À vous, Monsieur Poivré. Merci de me donner la parole et merci de m'avoir invité pour votre conférence. Je vais vous raconter un petit peu les connaissances que nous disposons actuellement concernant l'alimentation et les gestions des spondylarthrites. Beaucoup d'informations circulent sur Internet et nous allons donc faire un petit point rapide et puis je répondrai à toutes les questions qu'on voudra bien me poser. Alors, juste un mot pour dire qu'est-ce que c'est qu'une spondylarthrite? Vous savez qu'une spondylarthrite, c'est une inflammation des coins vertébraux, comme il est présenté sur cette diapositive, inflammation qui se transforme ensuite en petits nodules graisseux et puis formation d'une ossification. Donc, c'est une inflammation au niveau de la colonne vertébrale, au départ au niveau de la région lombaire, ce qu'on appelle les reins d'habitude, puis l'inflammation va remonter le long de la colonne vertébrale et aboutir à ces ossifications, c'est-à-dire à une ankylose de la colonne vertébrale. Donc tout le point de départ est une inflammation, probablement également par l'intermédiaire des intestins et donc par l'intermédiaire de l'alimentation. Alors, je voudrais passer à la… Voilà, on connaît de mieux en mieux les problèmes, comment se développe une inflammation, on connaît de mieux en mieux les cellules qui sont impliquées. Vous savez que les biothérapies sont des traitements qui vont agir sur ces cellules, c'est-à-dire sur les globules blancs, pour diminuer leur efficacité inflammatoire et par conséquent avoir une activité anti-inflammatoire, c'est-à-dire contre l'inflammation au niveau de la colonne vertébrale. Est-ce que l'alimentation peut aider à quelque chose? Eh bien oui, l'alimentation peut aider à quelque chose. Alors, médicalement parlant, nous savons qu'un certain nombre d'aliments vont avoir une efficacité pro-inflammatoire, c'est-à-dire vont favoriser l'inflammation. Et en particulier les glucides, c'est-à-dire le sucre raffiné. Vous savez qu'actuellement, on estime que nous mangeons beaucoup trop de sucre dans une multitude d'aliments, essentiellement dans les aliments de type pain blanc et pâtisserie, bien sûr, tout ce qui est gâteau et autres, mais aussi dans toute alimentation industrielle, il existe également une multitude de glucides qui sont plus ou moins cachés. Les frites et les aliments frits sont également pro-inflammatoires parce qu'ils sont pleins de graisses dites mauvaises graisses, c'est-à-dire qu'ils vont favoriser l'artériosclérose, mais aussi l'inflammation. Les boissons gazeuses et sucrées sont pleines de sucre et vont donc se transformer aussi en glucides raffinés et favoriser l'inflammation. Les viandes rouges contiennent une multitude de substances qui vont favoriser l'inflammation, mais ce sont aussi, nous le verrons, des sources de protéines indispensables. Et enfin, la margarine a également un effet pro-inflammatoire. Il ne faut donc pas en abuser de trop. Alors, par contre, des médicaments ou des boissons, en l'occurrence, vont avoir un effet anti-inflammatoire. Effet anti-inflammatoire, certes modéré, mais anti-inflammatoire tout de même. Il est bien connu que le thé vert a un effet anti-inflammatoire. Cet effet a été démontré dans les polyarthrites rhumatoïdes, qui sont des inflammations, comme vous savez, des articulations, qui ressemblent un peu aux inflammations qui se trouvent au niveau de la colonne vertébrale. Par conséquent, le thé vert peut être conseillé à titre anti-inflammatoire. Eh bien, curieusement, bien que je sois médecin et que l'alcool ne soit pas un de nos grands amis, je dois dire que l'alcool à des doses modérées, très modérées, a également une activité anti-inflammatoire. Par contre, le café aurait c'est discuté, mais enfin peut-être qu'il a une activité pro ou anti-inflammatoire, on ne sait pas très bien. En tout cas, le thé vert est une excellente boisson qui a une activité anti-inflammatoire reconnue depuis fort longtemps.
Nous pouvons aussi conseiller des aliments, et en particulier des légumes, et parmi ces légumes, les crucifères ont certainement une activité anti-inflammatoire, ou en tout cas vont favoriser une activité anti-inflammatoire dans notre organisme. Les brocolis, les choux de Bruxelles, le chou, vous savez que vous avez dit que j'étais de Metz-Thionville, on n'est pas très loin de la Lorraine, et la choucroute, nous, on aime bien. Les radis, les épinards, tout ça, ce sont des crucifères qui ont une activité anti-inflammatoire. Et on estime également qu'ils auraient une activité de protecteur contre le cancer de la prostate, de l'estomac ou du côlon, car ce sont des antioxydants, donc des produits qui vont lutter contre le vieillissement au fond. Cet effet anti-inflammatoire a été démontré in vitro, c'est-à-dire au laboratoire. Il n'est pas démontré in vivo. C'est extrêmement difficile de montrer une activité anti-inflammatoire in vivo, c'est-à-dire chez des êtres humains, il faudrait pouvoir suivre pendant très longtemps des gens qui mangent énormément de brocolis, de choux de Bruxelles et autres, et ça n'est cliniquement et pratiquement guère faisable. En tout cas, si ça a une activité anti-inflammatoire démontrée au laboratoire, on peut penser que ça a aussi une activité anti-inflammatoire dans l'organisme. De toute façon, il est bon de manger des légumes, également pour leur effet protecteur des maladies cardiovasculaires et également pour leur effet anti-inflammatoire. À titre anecdotique, la vigne chinoise, qui se trouve dans un certain nombre de gélules vendues en parapharmacie, aurait également une activité anti-inflammatoire. Ça a été démontré dans la polyarthrite rhumatoïde. Il n'est pas exclu que ce soit également dans les spondyloarthrites. Alors, on parle beaucoup des acides gras polyinsaturés, et parmi ces acides gras polyinsaturés, surtout des oméga 3 et des oméga 6. En tout cas, parmi ces acides gras, un certain nombre sont intéressants car ils vont effectivement avoir une activité anti-inflammatoire, et en particulier, ce sont ceux qui sont contenus dans les poissons gras. Par exemple, les Esquimaux qui mangent beaucoup, qui absorbent beaucoup dans leur alimentation de poissons gras ont moins de psoriasis, qui est une infection cutanée inflammatoire également, liée à la spondylarthrite, qui s'accompagner d'un rhumatisme inflammatoire de type spondylarthrite. Ils ont également moins de sclérose en plaques. On peut également conseiller les fruits à coque qui sont riches en ces acides gras, qui sont intéressants également sur le plan cardiovasculaire. Dans les huiles végétales, vous savez qu'il y a des oméga 3 et des oméga 6. On estime actuellement que ce qui compte, c'est aussi le rapport entre les deux. Mais les oméga 3 sont intéressants. Les oméga 6 le sont moins. L'huile de tournesol est moins intéressante. Par contre, les huiles de colza, de soja, de noix, de lin, à condition qu'elles ne soient pas cuites, ont une activité anti-inflammatoire et sont également intéressantes sur le plan cardiovasculaire car elles diminuent le risque cardiovasculaire, elles diminuent l'information des plaques d'athérome qui sont celles qui viennent boucher les artères, que ce soit au niveau du cœur, des artères du cerveau ou bien des artères périphériques, en particulier au niveau des membres inférieurs. Nous avons également l'intérêt à absorber suffisamment de vitamine C et de vitamine E. Ce sont là encore des produits anti-inflammatoires et également antioxydants. L'un ne va pas sans l'autre. Antioxydants, c'est-à-dire qu'ils vont lutter ou en tout cas diminuer le vieillissement de nos cellules. D'une façon générale, les noix, les différentes graines, les huiles végétales, celles dont nous avons parlé, et dans une moindre mesure, les légumes à feuilles vertes vont être de bonnes sources de vitamine E, qui sont des vitamines, comme toutes les vitamines, qui n'ont pas besoin d'être présentes en grande quantité, mais qui doivent être présentes en petite quantité, et on les trouve dans les aliments qui sont marqués ici, notamment un certain nombre de fruits qui sont, à vrai dire, quand même bien agréables à absorber. Les fruits riches en vitamine C sont les litchis, les oranges, comme chacun sait, les citrons, les pamplemousses. Mais le jus de pamplemousse n'est pas conseillé le matin, car vous savez qu'il diminue ou augmente l'absorption des médicaments que l'on peut prendre le matin, en particulier à visée cardiovasculaire. Par conséquent, on déconseille fortement la prise de jus de pamplemousse le matin. Mais les kiwis, les cassis, les papayes sont également
des sources de vitamine C, et la vitamine C existe sous de multiples formes en pharmacie et en parapharmacie. Elle n'est plus remboursée, mais pourquoi pas absorber des fruits qui sont des produits naturels et qui vont nous permettre d'absorber ces vitamines, d'avoir en tout cas ces vitamines en quantité suffisante. Alors, je vous ai dit que les intestins avaient probablement un rôle à jouer. On parle beaucoup actuellement du microbiote, c'est-à-dire de l'ensemble des différents germes qui se trouvent dans nos intestins. Grâce aux techniques modernes, on peut maintenant déterminer par un examen de sel le nombre de levures, de bactéries, de virus qui se trouvent dans nos intestins. Il y en a un nombre absolument considérable, des milliers, si ce n'est des millions ou des milliards, et on est en train de démembrer les différents types de virus, bactéries, levures, peut-être aussi autres organismes qui se trouvent dans nos intestins. Il est très tentant de penser que c'est un déséquilibre de cette flore intestinale qui pourrait provoquer une inflammation du tube digestif. Le tube digestif, c'est-à-dire nos intestins, se trouvent juste en avant des sacro-iliaques, c'est-à-dire des articulations qui se trouvent à l'arrière dans les fesses au niveau du bassin, et peut-être qu'une inflammation au niveau du tube digestif pourrait se transmettre au niveau des articulations sacro-iliaques, des articulations du bassin, puis ensuite remonter tout le long de la colonne vertébrale. De grosses études sont faites actuellement et on a pu déterminer qu'un certain nombre de maladies inflammatoires du tube digestif, et en particulier la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, qui sont des inflammations du tube digestif, qui peuvent donner naissance à des spondylarthrites, eh bien, ces maladies inflammatoires du tube digestif, dans ces cas-là, on observe un déséquilibre de la flore intestinale qu'on connaît maintenant de mieux en mieux. Et on peut même faire des greffes de microbiote, c'est-à-dire donner dans des gélules des bactéries, levures, virus, cellules qui contiennent un certain nombre de probiotiques qui vont modifier la flore intestinale dans le bon sens, car il ne s'agit pas de la modifier dans le mauvais sens, dans le bon sens, et améliorer la maladie de Crohn. Dans les spondylarthrites, on a fait un certain nombre d'essais, un certain nombre d'essais sont en cours, d'autres ont été effectués. On ne peut pas dire que l'effet soit miraculeux, alors qu'il est parfois extrêmement remarquable, tout à fait remarquable dans les maladies de Crohn. Mais de grosses études sont faites. En tout cas, les probiotiques tels qu'on les a actuellement à disposition en pharmacie ou en parapharmacie n'ont pour l'instant montré aucune efficacité dans l'évolution d'une spondyloarthrite. Par contre, peut-être qu'à l'avenir, nous pourrons disposer d'un certain nombre de gélules qui seront beaucoup plus personnalisées en fonction des différents éléments qu'on pourra retrouver en examinant le microbiote de chacun d'entre nous, et peut-être qu'ainsi on pourra diminuer l'inflammation. En tout état de cause, lorsque l'on a fait, certaines des équipes ont effectué des prélèvements systématiques au niveau du tube digestif chez les patients atteints de spondyloarthrite, et un tiers d'entre eux ont des inflammations du tube digestif. Donc, il existe forcément un lien entre l'inflammation du tube digestif et l'inflammation de la colonne vertébrale, mais pour l'instant, on ne sait pas très bien comment ça se passe. Peut-être que ce déséquilibre de la flore intestinale abîme le film qui se trouve sur nos cellules intestinales. Il fabrique peut-être des petits trous par lesquels passerait un certain nombre de germes qui induiraient une inflammation du tube digestif puis de la colonne vertébrale. En tout cas, c'est une des hypothèses qui est développée en ce moment. Il y a peut-être d'autres façons d'entrer dans la spondylarthrite, mais le tube digestif a probablement un rôle à jouer, et en particulier le microbiote qui se trouve à l'intérieur. En tout état de cause, encore une fois, pour l'instant, les différentes gélules qui sont à notre disposition n'ont pas pu montrer d'activité. Ma foi, si l'un d'entre vous trouve que ça va mieux en prenant un probiotique l'un ou l'autre, eh bien, ma foi, autant continuer, car peut-être que ça modifie le microbiote dans le bon sens. Encore une fois, il ne s'agirait pas de le modifier dans le mauvais sens. Alors, nous allons parler aussi d'un certain nombre de régimes qui sont actuellement
très à la mode. On peut lire sur Internet une multitude de choses. En tout cas, voilà ce que le monde médical, en tout cas scientifique, peut vous dire concernant un certain nombre de régimes qui sont diffusés actuellement et que bien souvent, les patients qui viennent nous voir nous racontent, nous expliquent ce qu'ils en pensent et s'ils ont essayé ou pas. Alors, le jeûne se distingue sous plusieurs formes. Soit on fait un jeûne d'une journée, il semble bien que ce ne soit pas trop négatif et que ça puisse même parfois diminuer l'inflammation. Ça peut avoir un petit effet. Un jeûne d'une journée, c'est au fond sauter le repas de midi sans compenser ni le matin ni le soir. On n'a pas décrit d'effet délétère. Par contre, il existe un certain nombre de groupes qui prônent des jeûnes prolongés de plusieurs jours. Et là, par contre, il existe forcément une carence, et en particulier une perte de la masse musculaire, en particulier chez les gens de 60 ans ou plus. Nous avons déjà tous tendance à perdre du muscle après 60 ou 65 ans. Si en plus on rajoute un jeûne avec un déficit très net en apport protéique, cette perte de masse musculaire va s'accentuer. Nous ne pouvons donc pas favoriser ou recommander un jeûne prolongé. Au contraire, on favorise plutôt actuellement chez les personnes de plus de 60 ou 65 ans un apport protéique suffisant pour éviter la perte de muscle, le muscle étant tout à fait essentiel pour que nous puissions avoir pour que nous ne nous retrouvions pas penchés en avant, surtout si nous avons une inflammation au niveau de la colonne vertébrale. Nous sommes favorables au régime méditerranéen, c'est-à-dire un régime, comme son nom l'indique, qui est fort utilisé dans le pourtour de la Méditerranée, en tout cas chez nous, un régime riche en légumes. Les gens qui habitent le long de la Méditerranée dans le sud de la France ont la chance d'avoir accès à des légumes de qualité et facilement. Des fruits, chacun sait qu'on conseille 5 fruits et légumes par jour, c'est-à-dire 3 légumes et 2 fruits. Le poisson également, dont on a vu qu'il était riche en oméga 3 et avait un effet anti-inflammatoire. L'huile d'olive, qui n'a pas forcément beaucoup d'oméga 3, mais qui a effectivement une activité anti-inflammatoire. Et puis, pas trop de viande rouge, plutôt des poissons au moins 2 fois par semaine. L'effet anti-inflammatoire est démontré et l'effet protecteur cardiovasculaire, c'est-à-dire sur les maladies du cœur ou bien les accidents vasculaires cérébraux, l'efficacité est réelle. Il est probable que dans un certain nombre de régions, et plus on monte dans notre pays, vers le haut, vers le nord, plus on mange de charcuterie et de produits gras, de frites, ça n'est pas trop recommandé. Quant au régime végétalien, qui exclut absolument tout produit venant du monde animal, alors là, il n'y a pas d'efficacité sur les processus inflammatoires. Je tiens qu'il n'y en a pas non plus, au contraire, chez les gens qui sont atteints de cancer, car il existe un certain nombre d'idées où en diminuant les calories, on diminuerait aussi l'évolutivité du cancer. En fait, on diminue surtout les défenses immunitaires et le cancer en profite pour évoluer. Mais enfin, bref, tel n'est pas notre propos. Le propos, c'est l'efficacité anti-inflammatoire. Le régime végétalien n'a pas d'efficacité démontrée anti-inflammatoire. Il exclut tout ce qui est d'origine animale, c'est-à-dire la viande, le poisson, mais aussi les œufs, le miel, l'alcool et le thé, non, ça c'est autorisé, mais les produits laitiers sont exclus. Il est très carencé, en particulier en fer, puisque la principale source de fer, ce sont les viandes, et en vitamine B12, puisque là aussi, la vitamine B12 se trouve exclusivement dans les produits d'origine animale. On conseille parfois dans certains groupes des spirulines qui sont tout à fait insuffisantes car mal absorbées. Et en plus, ce sont des régimes qui sont très pauvres en protéines puisqu'il n'y a aucune origine animale dans l'alimentation, aucun élément d'origine animale, et on va donc augmenter la perte musculaire. Et puis, ce sont des régimes qui sont pauvres en oméga 3, alors on peut peut-être les compenser par des algues ou des microalgues, mais c'est tout de même des régimes difficiles à suivre
et qui n'ont pas d'efficacité sur une activité anti-inflammatoire. Donc, nous ne pouvons pas les conseiller. Nous ne sommes pas très favorables non plus au régime sénialais, qui est un régime qui va exclure énormément de choses, basé sur l'idée que, au fond, notre organisme ne serait pas adapté à tout ce qui est moderne, c'est-à-dire en particulier la cuisson des aliments et puis leur raffinement et puis leur travailler les aliments. Enfin bref, tout ce qui est bon au fond. Les viandes ne doivent pas être cuites. Il faut consommer des viandes, des huiles vierges crues, pas de laitage animaux. Il reste pas grand-chose. Ce sont des régimes qui sont très difficiles à suivre et qui n'ont absolument pas démontré leur efficacité. Il y a toujours quelques personnes qui se trouvent mieux, bon, tant mieux pour elles, mais en gros, sauf toute exception, ce sont des régimes carencés qui sont très désagréables à prendre, qui vous excluent d'un certain nombre de cercles, en particulier le cercle familial ou le cercle amical, et dont l'efficacité est absolument illusoire. Donc nous n'aimons pas, nous ne conseillons pas du tout ce genre de régime. Alors, on parle beaucoup du régime sans gluten. En ce qui concerne le régime sans gluten, il est en général très difficile de le suivre complètement. Donc c'est compliqué. Si un certain nombre d'aliments qui sont éliminés permettent aux patients ou vous permettent d'aller mieux, eh bien ma foi, tant mieux. Surtout, conservons comme ça. Mais un régime sans gluten complet est assez difficile à suivre. Vous avez ici un certain nombre d'éléments qui sont dans ces régimes sans gluten. En général, quelqu'un qui suit un régime sans gluten ne fait pas un régime rigoureusement sans gluten, mais diminue le gluten. On n'a jamais pu prouver qu'un régime sans gluten, même strict, pouvait diminuer l'inflammation. Mais en tant que praticien, nous rencontrons souvent des gens qui nous disent j'ai supprimé le gluten, tel et tel aliment, et ça va beaucoup mieux. Ben, ma foi, si tel est le cas, tant mieux. Ceci étant, un vrai régime sans gluten coûte cher parce que les produits sans gluten sont vendus un peu plus cher. On n'a pas démontré sur des grosses cohortes, c'est-à-dire plusieurs centaines de patients qui prennent ou qui prennent pas le traitement, ce que c'était efficace. On n'est pas sûr du tout qu'on améliore la qualité de l'alimentation. Au contraire, ces aliments sans gluten sont riches en lipides, c'est-à-dire en graisse, en différents additifs et colorants pour leur donner du goût. Ils ont un index glycémique plus élevé, c'est-à-dire qu'ils libèrent plus facilement le sucre. Par conséquent, ils augmentent le risque de diabète. Ils ont une teneur en arsenic, en cadmium et en mercure augmentée. Donc, ça n'est pas des éléments qui sont très favorables. Risque de perte de poids. On peut utiliser à la place du gluten oui, le riz, les pommes de terre, les maïs, les légumes secs, etc. Bref, en général, quelqu'un qui suit un régime sans gluten exclut un certain nombre d'aliments, mais sans faire réellement, rigoureusement, un régime sans gluten qui est réservé en fait à des enfants qui sont tout à fait intolérants au gluten, qui ont des symptomatologies graves à la suite de la prise de gluten. En général, cette affaire-là s'arrange lorsque l'enfant grandit, mais c'est tout à fait différent de la simple intolérance au gluten. Alors, je voudrais aussi dire quelques mots sur le lait, parce qu'un certain nombre de rumeurs ou de sites nous incitent à ne pas prendre de lait lorsque nous avons des rhumatismes inflammatoires, voire même lorsque nous avons de l'ostéoporose, c'est-à-dire de la décalcification. Or, le lait et les produits laitiers sont la source de calcium. Le calcium est indispensable au fonctionnement de nos os, mais également au fonctionnement de notre cerveau et du cœur. Donc, c'est un élément tout à fait essentiel. Le calcium est indispensable à la coagulation sanguine également et au fonctionnement du muscle. Vous voyez ici un muscle tel qu'il est représenté, tel que nous le connaissons actuellement. Alors, sur le plan purement médical, c'est-à-dire des études qui ont comparé des gens qui prennent du lait et d'autres qui n'en prennent pas, une grosse étude a été publiée à partir des
des pays scandinaves où on consomme beaucoup de lait, en particulier du lait cru. Il semble bien que la consommation de lait protège du cancer du côlon, qui est du gros intestin, qui est un cancer relativement fréquent. Ça n'a pas d'efficacité sur le cancer du sein. En tout cas, ça diminue également, les produits laitiers diminuent le risque de diabète de type 2, c'est-à-dire le diabète de l'adulte, le diabète petit gras et l'hypertension. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce sont surtout les laits fermentés qui sont préconisés parce qu'ils vont augmenter la longévité d'une manière générale en diminuant le risque de mortalité et de fracture. Les laits fermentés, ce sont les yaourts, les fromages et tout. Nous sommes le pays du fromage. C'est une source de calcium importante, surtout les fromages à pâte dure, comme le comté, le gruyère et autres. Et une portion ou deux de fromage, on conseille 2 portions de fromage, de produits laitiers par jour, voire 3 si on est atteint d'ostéoporose. Eh bien, une portion de fromage ou un yaourt, c'est tout de même relativement agréable à prendre et ça ne va pas augmenter le risque d'arthrite ou d'arthrose. Au contraire, ça augmente les chances de longévité en bonne santé. En fait, le lait ne modifie pas le pH, c'est-à-dire l'acidité de notre sang. Et puis, voici un tableau où vous trouvez un certain nombre d'aliments qui contiennent beaucoup de calcium. Les amandes et le lait d'amande contient pas mal de calcium aussi, mais encore faut-il pouvoir l'acheter, c'est relativement cher et puis c'est tout de même un peu fastidieux de boire un litre de lait tous les jours. Un certain nombre d'eaux minérales contiennent aussi beaucoup de calcium, en particulier les eaux de Vittel ou de Contrexéville. Il faut lire les étiquettes qui se trouvent sur les différentes bouteilles. Je rappelle que la crème et le beurre sont des produits purement gras et ne sont pas considérés comme des produits laitiers et n'apportent pas de calcium, même si ce sont des produits issus de la filière laitière, mais ce ne sont pas des produits qui vont apporter du calcium. Alors pour les protéines, on nous conseille de manger des protéines, c'est-à-dire tout de même de la viande, en particulier après 65 ans, de façon à conserver des muscles en bon état, puisque nous avons tous tendance à perdre du muscle à partir de 60 ou 65 ans d'une façon physiologique. Je rappelle que le sel augmente la calciurie et qu'en général, en France, nous salons beaucoup trop les aliments. Le sel est présent partout, en particulier dans les produits d'origine industrielle. Mieux vaut ne pas trop saler les aliments qui augmentent la calciurie, c'est-à-dire la perte de calcium. Alors, un petit mot, parce que je crois que le temps avance, sur la vitamine D, qui est tout à fait essentielle pour fixer le calcium sur l'os. Elle est fabriquée par la peau au contact du soleil et il y a aussi un petit apport alimentaire. Donc, on conseille de rester au soleil. Encore faut-il avoir du soleil et ne pas rester trop longtemps au soleil. On conseille de rester bras nus, tête nue, jambes nues 2 fois 15 minutes par jour pour avoir une peau qui va fabriquer de la vitamine D. Ceci étant, notre peau fabrique moins de vitamine D au fur et à mesure que nous avançons en âge. Donc, et puis, il n'est pas tellement conseillé de rester trop longtemps au soleil. Donc, mieux vaut avoir un apport en vitamine D qui, pour le coup, peut être en ampoule et sont disponibles et vont apporter suffisamment de vitamine D pour que nous puissions à la fois absorber et fixer le calcium sur l'os. Les aliments, c'est surtout les poissons gras qui vont nous apporter un peu de vitamine D. Autrefois, c'était dans l'huile de foie de morue et probablement que certains d'entre vous se rappellent avoir avalé il y a 50 ou 60 ans
séculaires qui étaient particulièrement désagréables à prendre, eh bien maintenant nous disposons d'ampoules qui permettent d'absorber plus facilement cette vitamine D qui est grasse, c'est une vitamine liposoluble qui est donc pas toujours très agréable à prendre, mais en tout cas plus que l'huile de foie de morue. Voici quelques recommandations concernant l'exposition au soleil. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que les cabines de bronzage ne délivrent pas les bons UV, par contre favorisent l'apparition de cancer, et en tout cas ce ne sont pas les UV, les ultraviolets qui sont efficaces pour que la peau fabrique de la vitamine D. Donc ça n'a aucun intérêt pour fabriquer de la vitamine D. Quelques idées sur les sources de protéines. Alors en fait, dans ces éléments, c'est surtout la viande et quelques-uns sources de protéines dans les huiles végétales, le tabac et l'obésité. Chacun le sait, le tabac augmente l'inflammation d'une manière générale au niveau des poumons, mais aussi dans tous les organismes, et également l'obésité. Mieux vaut avoir un poids à peu près normal. Perdre du poids est difficile, ça n'est pas si simple, il faut se faire aider par des médecins, des diététiciennes, un entourage aussi, car l'obésité, la masse grasse contient des processus inflammatoires ou favorise une inflammation, et tout ça n'est pas très bon. Voilà, on m'a demandé de parler durant une demi-heure. Voilà la demi-heure qui s'écoule. Je pense qu'on peut passer à des questions. Je ne sais pas comment je fais pour retrouver les organisateurs. Alors, professeur May, professeur Poivret, c'est nous qui allons vous poser les questions puisque nous les avons en direct. Eh bien, je suis tout à vous pour répondre à vos questions. Dites-moi. Alors, eh bien, la première question, les végétariens peuvent-ils exclure le thé? Les végétariens peuvent-ils manger du thé? Exclure le thé ou prendre du thé. Ah, le thé, c'est pas. Oui, on peut exclure le thé, oui. Le thé n'est pas une source d'apport ni de minéraux ni de vitamines très important. Il semble bien, comme je l'ai dit, que le thé vert a une activité anti-inflammatoire, mais si c'est une activité anti-inflammatoire, elle est tout de même très modérée. Encore faut-il aimer le thé. Oui, on peut exclure le thé. C'est pas un problème. Exclure la viande, c'est par contre plus compliqué parce que on exclut les sources de fer et de vitamine B12. La vitamine B12, c'est la vitamine des nerfs. Enfin, elle sert aussi à beaucoup de choses, mais en particulier aux nerfs. Et on risque donc d'avoir des polynévrites ou des névrites, c'est-à-dire une inflammation des nerfs périphériques. Ce sont ceux qui transmettent la douleur, et ça n'est donc pas très favorable pour diminuer la sensation de douleur. Donc, mieux vaut avoir une vitamine B12 correcte pour ne pas avoir une toxicité sur les nerfs périphériques. Alors, ensuite, nous avons une question. Pouvez-vous argumenter vos propos des chiffres des études scientifiques sur l'arsenic, cadmium, mercure ou de l'alimentation non bio? Est-ce qu'on peut fabriquer son lait d'amande? Est-ce la place d'un médecin de conseiller quelque chose en fonction du prix? Alors, déconseiller. Chacun fait ce qu'il veut. Mon rôle n'est pas de voilà. Il se trouve que les aliments sans gluten sont souvent un peu plus chers. Ben, chacun fait ce qu'il veut en fonction de ses choix. Ça, effectivement, c'est pas mon problème. Le problème est que l'efficacité d'un régime sans gluten n'est pas démontrée, d'une part, et d'autre part, ça favorise un certain nombre d'effets secondaires, en particulier le diabète, parce que ce sont des régimes qui sont riches qui ont un index glycémique plus élevé,
Ils sont également riches en lipides, en additifs d'habitude. Bon, mais chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Voilà. Point final. Au sujet de... Alors, je n'ai pas teneur en arsenic, cadmium, mercure. C'est basé sur des publications qui ont été faites par l'Institut Pasteur de Lille, et en particulier le docteur Cerf. Et bon, je n'ai pas là la référence, mais je peux la donner, enfin, je peux la rechercher. Qu'en est-il de remplacer les laits au lactose par des laits sans lactose, justement, amandes, soja? Qu'en est-il de remplacer les laits au lactose par des laits justement sans lactose, type amandes, soja. Est-ce que oui, ça serait bon avec le lait de soja en lui-même, le lait de soja à base de soja ne contient pas de calcium. Donc, mais souvent, il est rajouté dedans du calcium, donc ça peut être une source de calcium. Mais au départ, le lait de soja n'a pas de calcium. Le lait d'amande contient beaucoup de calcium, mais bon, pour avoir un taux de calcium suffisant, il faut absorber pas mal de lait d'amande. Chacun, là aussi, fait ce qu'il veut. Si on estime pouvoir avaler ou avoir envie d'avaler du lait d'amande tous les jours, pourquoi pas. Là, le conseil est d'arriver à 1,2 g de calcium, d'apport de calcium alimentaire par jour, c'est-à-dire d'avoir 1,2 g de calcium dans l'alimentation. Alors, on peut y arriver par des eaux riches en calcium, on peut y arriver en prenant des morceaux de gruyère, etc. Voilà, le but, c'est ça. Pour que l'organisme ait suffisamment de calcium à sa disposition, il est bon d'avoir 1,2 g de calcium dans l'alimentation pour la population générale. J'ajoute que le calcium, le calcium qui se trouve dans l'alimentation est bien absorbé, et il est en tout cas mieux absorbé que les différents calciums qui se trouvent dans un certain nombre de médicaments qui sont beaucoup moins bien absorbés. Donc, il est donc plus efficace, à teneur constante. Justement, à propos du calcium, celui contenu dans les légumes est-il suffisant? Alors, pour avoir suffisamment de calcium en mangeant rien que des légumes, il faut manger énormément de légumes, des quantités considérables donc c'est pas possible. Je crois qu'il y avait un tableau quelque part avec les aliments riches en calcium, mais il faudrait manger beaucoup de légumes pour avoir suffisamment de calcium dans voilà. Ici, vous avez un tableau, vous voyez, dans le gruyère, il y a 1000 mg pour 100 grammes, et dans le cresson, il y en a plus que 210, donc il faudrait manger énormément de cresson pour en avoir pareil. Dans le persil, les graines de lin, algues, il y en a encore moins. Dans les amandes, il y en a 250, mais dans le lait d'amande, il y en a beaucoup plus. Mais le lait d'amande, mais encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Pourquoi pas avaler du lait d'amande tous les jours, hein. Et puis, ce sont des conseils, ce ne sont pas des impératifs. Il est bon d'avoir 1,2 g de calcium dans l'alimentation par jour. Pas forcément tous les jours, un peu plus, un peu moins, enfin à peu près. Voilà. La laitue qui se trouve en bas, elle a simplement 37 mg pour 100 grammes de calcium. Donc, il faut manger énormément de légumes pour avoir un taux de calcium suffisant. Alors, au niveau du soleil, les dermatos conseillent un écran total pour éviter les cancers, surtout sous anti-TNF. Ou ne faut-il pas du tout de soleil sous anti-TNF? Alors, sous anti-TNF, on a remarqué qu'au bout de 10 ans d'anti-TNF, on avait un risque cutané de cancer
qui augmente, en particulier chez les gens qui ont une peau claire, les blancs qui ont des cheveux blonds, c'est-à-dire plus le teint clair, oui. Plus le teint est clair, plus le risque de cancer cutané avec ou sans anti-TNF est important. Donc, sous anti-TNF, on conseille actuellement, si possible, de faire au départ un bilan. Alors, s'il y a beaucoup de grains de beauté aussi, on va faire un peu plus attention. Mais en tout cas, au bout de 10 ans, on suggère, enfin, on demande un bilan dermatologique à chaque fois. D'une manière générale, on conseille d'éviter les expositions. Alors, on conseille d'éviter les coups de soleil et les expositions prolongées au soleil. Ceci étant, tout dépend de là où on est et de l'altitude et de l'âge. Plus vous montez en altitude, moins vous avez l'atmosphère qui va vous protéger des rayons du soleil, donc plus les rayons sont toxiques. À midi, ils sont aussi plus toxiques que le soir, où les rayons sont arrivent moins directement sur la peau. Donc le mieux, si on veut vraiment le nec plus ultra, c'est de demander un bilan au dermatologue qui fera un bilan de risque en fonction du type de peau et de fanère, c'est-à-dire des cheveux. Il va estimer le risque et puis en fonction de l'âge aussi, en fonction des taches cutanées et ainsi de suite, il va pouvoir estimer très correctement si vous pouvez encore aller au soleil ou s'il va formellement vous le déconseiller. En tout cas, pour le tout venant, pas plus de 2 fois un quart d'heure, 20 minutes, bras nus, tête nue, jambes nues. Ceci étant, dans une région comme la mienne, qui est la région Lorraine, faire ça tous les jours, c'est absolument impossible. Donc, 80% de la population lorraine, et en général en France aussi, est carencée en vitamine D. On estime qu'il faut un taux de 30 nanogrammes par millilitre de vitamine D. Pour avoir un effet anti-inflammatoire de la vitamine D, il faut probablement aller jusqu'à 40 ou 50, sachant qu'il n'y a pas de toxicité de la vitamine D au-dessus de jusqu'à 100. Donc on y est quand même on y est rarement. Et les cabines de bronzage sont fortement déconseillées car elles n'apportent pas les bons UV et elles vont favoriser l'apparition de cancer. L'Académie nationale de médecine a demandé à ce que ces cabines de bronzage disparaissent. Pour l'instant, elles ne disparaissent pas. Bon, voilà. Voilà ce qu'on peut en dire sur le plan médical. Docteur Poivret, oui. Quels aliments peuvent renforcer les défenses immunitaires? Quels aliments peuvent renforcer les défenses immunitaires? On peut surtout dire que c'est les régimes carencés qui vont diminuer les défenses immunitaires. On n'a pas de médicalement parlant ou objectivement parlant de moyens de favoriser l'immunité. On peut simplement dire qu'un régime très carencé en protéines, par exemple, les anticorps sont basés sur des protéines. Si vous êtes très carencé en protéines, votre organisme n'arrive pas à fabriquer des anticorps et voilà. Mais ou bien les régimes très carencés comme le jeûne, oui, ne vont pas du tout favoriser l'apparition de défense immunitaire. Mais on ne peut pas dire en prenant tel ou tel aliment, on va se protéger de telle ou telle chose. Je vous ai dit que le lait protégeait du cancer du côlon. Il est difficile de savoir pourquoi et comment. Actuellement, on pense que le lactose qui se trouve dans le lait cru a un effet pro-inflammatoire, c'est-à-dire favorise l'inflammation. C'est pour ça que peut-être les gens qui boivent énormément de lait cru, comme dans les pays scandinaves, ont un risque général, une longévité qui est moins importante parce que peut-être que ça favorise une inflammation chronique au niveau de l'organisme, un peu comme les fumeurs. Hein. Et il n'est jamais bon, ou les gens qui ont des dents dans des états épouvantables, il n'est jamais bon d'avoir un foyer infectieux, inflammatoire, chronique dans l'organisme. Donc voilà. Mais on ne dispose pas d'un régime dont on puisse dire celui-là, il va favoriser les défenses immunitaires. Le régime qui nous est le plus sympathique, c'est le régime méditerranéen. C'est un régime facile à suivre et
qui a prouvé son efficacité qui est réellement anti-inflammatoire et sur le risque cardiovasculaire. Ensuite, nous avons une question d'un internaute. Que pensez-vous du régime signalé dans les spondylarthrites, qui apparemment pour certains sera un succès ou serait bien perçu? Alors, le régime signalé tel qu'il est décrit dans le régime signalé stricto sensu est un régime très difficile à suivre, qui est probablement déprimant et dont l'efficacité n'a pas été démontrée. Sur le site de ce régime, on cite un certain nombre de patients qui sont mieux. Bon, peut-être, mais les études qui ont été faites n'ont pas montré de bénéfices réels de ce type de régime, pas plus que le régime sans gluten strict. Donc, voilà ce que je peux en dire. Ceci étant, le bon sens veut que si un régime convient à l'un ou l'autre et qu'on se trouve mieux, eh bien, peut-être que ça change effectivement le microbiote par chance dans le bon sens, et voilà, autant continuer. Si en supprimant tel ou tel aliment, tout va mieux, eh bien, autant continuer. On déconseille les régimes végétaliens, par exemple, qui sont trop carencés, qui sont quand même rarement suivis stricto sensu, et en tout cas, aucune étude n'a montré qu'ils avaient un bénéfice quelconque. Donc, voilà. Mais en général, si quelqu'un nous dit, bon, moi je ne bois plus de lait cru, et ça va beaucoup mieux, bon, bah, tant mieux. Voilà, nous sommes plutôt favorables aux laits fermentés, aux produits laitiers fermentés. Voilà. Mais, sinon, le bon sens veut que si on supprime dans ma région, on supprime des gens, des patients nous racontent qu'en supprimant les tomates, tout va mieux. Bon, ben, pourquoi pas, alors supprimons les tomates. Mais c'est pas basé sur des notions scientifiques. Ce que je vous raconte, c'est des études avec plusieurs centaines de patients d'un côté, plusieurs centaines de patients de l'autre, et on regarde ce qui se passe. Maintenant, on n'est pas non plus des corses, on a chacun une individualité propre, une histoire et un corps qui est différent. Donc, si ça va mieux en supprimant tel ou tel aliment, ben pourquoi pas. Ceci étant, dans ma pratique quotidienne et dans les différentes publications, les gens qui suivent un régime signalé strict n'ont pas montré d'amélioration significative de leur état. Mais chacun fait ce qu'il veut. Alors, existe-t-il des anti-inflammatoires qui agiraient davantage sur les inflammations digestives que sur les inflammations articulaires et qui pourraient donc limiter les douleurs et inflammations articulaires? Des aliments qui limiteraient l'inflammation digestive et donc articulaire, c'est ça? Existe-t-il des anti-inflammatoires qui agiraient davantage sur les inflammations digestives que sur les inflammations articulaires? Alors, on parle d'anti-inflammatoires de médicaments? Oui, apparemment des traitements, oui, des anti-inflammatoires. Les traitements qu'on utilise dans les spondylarthrites, en particulier un certain nombre de biothérapies anti-TNF-alpha, vont avoir une efficacité à la fois sur l'inflammation du type digestif et sur l'inflammation de la colonne vertébrale dans les spondylarthrites. Oui, ça, nous utilisons les mêmes traitements dans les deux cas. C'est-à-dire qu'une maladie de Crohn, une rectocolite hémorragique qui voit apparaître une spondylarthrite, c'est une indication, à moins qu'elle ne soit déjà là, c'est une indication à mettre en place une biothérapie, et en particulier les anti-TNF. Il y a un certain nombre d'anti-JAK qui sont en cours d'étude et qui commencent à être utilisés, mais il n'y a pas d'indication croisée. Enfin bref, ce sont surtout les anti-TNF alpha qui vont être utilisés et qui vont diminuer l'inflammation
au niveau du tube digestif et au niveau de la colonne vertébrale. Ceci étant, vous savez que les globules blancs qui sont au niveau de l'inflammation vont sécréter différentes substances, dont ce TNF-alpha et dont également d'autres produits qui leur sont apparentés qu'on appelle des interleukines. Et il semble bien que les interleukines qui sont sécrétées par les globules blancs au niveau des inflammations du tube digestif soient différentes de celles qui sont utilisées, qui apparaissent au niveau des inflammations dans la colonne vertébrale. Donc, c'est compliqué. Pour l'instant, on sait que les anti-TNF vont agir sur les deux. On a eu un certain nombre d'espoirs sur des médicaments dont on espérait qu'ils allaient agir sur les deux, et finalement, ça s'est avéré être un échec. Donc, il faut encore faire beaucoup de recherches, et les recherches, Dieu sait si on en fait, pour essayer de comprendre comment l'inflammation peut passer du tube digestif à la colonne vertébrale et quelles sont les modifications qui vont apparaître en passant d'un organe, le tube digestif, à un autre, le système ostéo-articulaire. Mais effectivement, il y a des processus communs, mais il y a aussi des différences. Et pour l'instant, tout cela est à l'étude et nécessite encore beaucoup d'études avant que ça arrive à des médicaments utilisables en clinique, c'est-à-dire en pratique quotidienne, c'est-à-dire pour tout un chacun. Et j'ajoute que ces études sont extrêmement complexes car il faut être certain de l'innocuité, de l'efficacité d'une part et de l'innocuité d'autre part. On agit sur le système immunitaire, donc tout ça n'est pas anodin. Et les médicaments qui sont développés actuellement sont de plus en plus efficaces, de plus en plus ciblés, c'est-à-dire qu'on peut, enfin, qu'ils ont potentiellement de moins en moins d'effets secondaires et sont de plus en plus sûrs à l'emploi. Donc voilà, mais la porte est ouverte et de nouvelles molécules vont apparaître dans les années qui viennent à la suite des recherches qui sont faites. Et nous aurons probablement des surprises en termes de différence du processus inflammatoire d'un organe à l'autre. Les spondylarthrite sont aussi liées au psoriasis cutanée, c'est une inflammation aussi du tissu cutané et il existe des médicaments, des anti-TNF, qui sont efficaces sur les deux, c'est-à-dire sur le psoriasis cutané et sur la spondylarthrite qui l'accompagne. Là aussi, de grosses études sont effectuées pour savoir comment se fait-il que l'on soit efficace sur les deux, quelles sont les différences, comment faire pour qu'on ne passe pas de l'une à l'autre. Tout ça est relativement compliqué car nous avons aussi des effets paradoxaux, c'est-à-dire que parfois les anti-TNF induisent l'apparition d'un psoriasis. Enfin, voilà, nous sommes encore loin du compte. Ceci étant, l'apparition des anti-TNF et des biothérapies en général dans les spondylarthrites et les rhumatismes inflammatoires chroniques en l'an 2000 a apporté un soulagement considérable et des possibilités thérapeutiques considérables. Il faut bien se rendre compte qu'il y a 20 ans, nous n'avions pas du tout ces types de médicaments. Or, les biothérapies en particulier sont très efficaces dans 30% des cas en général, moyennement efficaces dans 30% et 30% qui sont où ça ne marche pas bien, mais on change de molécule et on finit, sauf exception, par trouver des molécules qui sont efficaces, qui permettent de soulager les patients. Encore une fois, avant l'an 2000, nous n'avions que les anti-inflammatoires, la cortisol, le méthotrexate, etc. Nous avons maintenant des thérapeutiques beaucoup plus efficaces, beaucoup plus ciblées, dont nous savons ce qu'elles font et qui sont très, très suivies. Par exemple, sur le plan cutané, il faut suivre les patients aussi sur le plan cutané, certainement après 10 ans, certainement avant si le tissu cutané est à risque après exposition solaire. Le butyrate, peut-on l'utiliser en complément alimentaire et sous quelle forme? Ah oui, on peut l'utiliser. Le curcuma aussi est très à la mode, a une efficacité anti-inflammatoire réelle. Pourquoi pas
alors, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut acheter ce genre de produits, les compléments alimentaires, dans des pharmacies, des parapharmacies, ou en tout cas des endroits où on sait ce qu'on achète, à qui on l'achète, et surtout pas sur Internet, sans savoir à qui on l'achète, parce que tous les médicaments et différents éléments qui sont vendus sur Internet ne sont pas sécurisés, alors que dans des officines ou dans des parapharmacies, magasins divers, vous savez à qui vous l'achetez, qui le fabrique, s'il y a une autorisation de mise sur le marché, tout ça est surveillé, donc on sait ce qu'on avale. Donc pourquoi pas, oui. Pareil pour les probiotiques. Si des probiotiques soulagent l'une des personnes qui nous écoutent, surtout continuons. Ça ne présente aucun danger et peut-être que ça modifie le microbiote ou autre chose dans le bon sens. Donc tout ça est anodin. Si je dis que je déconseille fortement d'acheter des produits sur Internet d'origine X ou Y, c'est parce que les douanes elles-mêmes ont montré à plusieurs reprises que ces produits ne contenaient pas toujours ce qui est indiqué, ou contenaient de la cortisone ou des choses comme ça, qui sont quand même des produits qui sont loin d'être anodins. Donc, acheter des compléments alimentaires dans les circuits commerciaux ayant pignon sur rue, tant mieux. Si ça fait du bien, tant mieux. Autant continuer. On est loin de tout connaître. En particulier, je vous ai parlé du jus de pamplemousse et du conseil qu'on peut donner de ne pas en absorber le matin si on prend des comprimés en même temps. Actuellement, les pharmaciens étudient un certain nombre de compléments alimentaires pour savoir s'ils ne modifient pas les absorptions, en particulier d'anticancéreux. Vous savez qu'on développe beaucoup d'anticancéreux à prendre en comprimé dans les chimiothérapies. Or, il semble bien que certains compléments alimentaires puissent augmenter ou diminuer l'absorption de ces différents médicaments. Des recherches sont faites là-dessus. Bon, nous, on n'est pas du tout dans les anticancéreux, mais encore une fois, les produits qui sont vendus dans les circuits commerciaux français ou ayant pignon sur rue, là où on peut savoir qui l'a vendu, si ça fait du bien, alors surtout continuons. Alors ensuite, nous avons, que pensez-vous sur la prise d'aloe vera en tant qu'anti-inflammatoire naturel? Pareil, pas d'efficacité démontrée à ma connaissance. Si ça fait du bien, tant mieux. Voilà. En tout cas, c'est pas toxique. Que peut-on faire contre la fatigue liée à la maladie? Que peut-on faire? On peut faire beaucoup de choses, mais il faut bien reconnaître que nos thérapies, les traitements que nous proposons, et en particulier les biothérapies, dont je viens de dire qu'elles ont été un apport thérapeutique considérable, ne sont pas toujours efficaces contre la fatigue. Nous sommes en train de démembrer les raisons de la fatigue. Les raisons de la fatigue, c'est le fait que l'inflammation continue à bas bruit et prendre l'énergie qui devrait être utilisée autrement. Et puis, il y a probablement les circuits de la douleur qui fatiguent eux aussi. Donc, il y a une multitude de raisons, les troubles du sommeil, éventuellement un syndrome dépressif réactionnel qui vont faire que la fatigue s'installe et on a parfois bien du mal à s'en débarrasser. C'est une fatigue qui ressemble à la fatigue qu'on a après la grippe, c'est-à-dire que même après un repos, une sieste, ça ne va pas très bien. Eh bien, les associations de patients, vous par exemple, vous développez un certain nombre de fascicules qui vous permettent de lutter contre la fatigue. En gros, on conseille de faire une petite sieste l'après-midi, d'essayer de bien dormir, c'est-à-dire de bien se caler, d'avoir un matelas confortable dans une chambre qui n'est pas surchauffée, sans lumière, sans bruit. Vous savez qu'on déconseille les écrans
en particulier les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, mais pas les écrans de télé, à partir de 5 heures du soir. On déconseille aussi de faire du sport à partir de 5 heures de l'après-midi. Évidemment, le café ou le thé n'est pas conseillé en fin de journée. On conseille de manger raisonnablement, mais suffisamment le soir pour éviter d'avoir un pic, enfin, une chute de la glycémie vers 2-3 heures du matin. Et on conseille de faire une petite activité physique dans la journée, de préférence le matin. Mais il faut reconnaître que nous ne sommes pas toujours très efficaces sur la fatigue. Chacun trouve un peu une façon ou une autre. Alors, peut-être prendre de la vitamine C d'une manière ou d'une autre le matin. Voilà. Mais c'est plus une adaptation du mode de vie qu'une réelle lutte contre la fatigue. Nous n'avons pas encore un traitement médicamenteux, en tout cas, efficace. Le yoga, la méditation, l'hypnose, la sophrologie, toutes ces techniques de relaxation sont également conseillées pour favoriser l'endormissement. Éventuellement, surtout chez les personnes obèses, on va rechercher l'apnée du sommeil et mettre un appareil adapté si besoin, car ça aussi c'est une grosse source de fatigue le lendemain. Mais voilà, c'est plus des trucs, des petites astuces personnelles à trouver chacun, plutôt que de... Voilà, la lecture, certains conseillent la lecture parce que la lecture permet de s'endormir. D'autres disent, oui, mais si on lit un roman et qu'on est absolument passionné, au contraire, on ne va pas avoir une facilité d'endormissement. Donc, c'est un peu à chacun de trouver une façon de faire. Mais encore une fois, c'est d'ailleurs un des points que nous avons appris à connaître en écoutant les patients et les associations de patients. La fatigue gêne le patient dans sa vie quotidienne et les médicaments sont parfois insuffisants de ce côté-là, il faut le reconnaître. Ensuite, nous avons comme question, est-ce que les aliments plus gras ou transformés entraînent des douleurs plus fortes au niveau articulaire? Y a-t-il un lien dans l'alimentation? Alors, à ma connaissance, d'une manière générale, on estime qu'il n'y a pas d'aliments qui vont provoquer des douleurs ou accentuer les douleurs. Voilà. Donc, voilà, il n'y a pas de substance qui va favoriser l'apparition de la douleur. Donc, non, on n'a pas de... On peut, le café est plutôt un stimulant, mais dire que ça va augmenter la douleur serait tout de même excessif. Donc, non, il n'y a pas d'aliment qui augmente la douleur. Voilà. Ensuite, nous avons comme autre question au niveau du microbiote. Oui. Y a-t-il un lien évident établi entre l'alimentation, le microbiote et la spondylarthrite? Alors, il y a probablement un lien. Oui, serait-il pas moins onéreux d'étudier ce microbiote une seule fois plutôt que de traiter par biothérapie à vie? Oui, tout à fait. Tout à fait. On peut rêver que dans un avenir, mais qui n'est pas très proche, mais peut-être pas si lointain que ça, on puisse modifier le microbiote dans le bon sens. Ça nécessite de savoir dans quel sens il faut le modifier et comment on peut le modifier, et le modifier dans le bon sens. Or, notre microbiote, il est fabriqué dès les premières semaines et les premiers mois de la vie en fonction de l'alimentation que nous recevons. Et ensuite, ce microbiote, il peut se modifier, mais certaines études montrent qu'il n'est pas si facile que ça de modifier le microbiote. En tout cas, les antibiotiques probablement modifient le microbiote, la cortisone également, mais pour l'instant, nous ne connaissons pas le microbiote idéal, nous ne connaissons pas les modifications qui sont observées dans les maladies inflammatoires du tube digestif. Les études qui ont été faites
concernant la spondylarthrite montrent quelques anomalies du microbiote, mais on n'a pas réussi à montrer le lien entre ce microbiote et la spondylarthrite. Encore une fois, les hypothèses qui sont faites actuellement sont modifications du film qui se trouve, du mucus qui se trouve sur les parois digestives. Il y aurait des trous dedans. Par ces trous passeraient des germes qui induiraient une inflammation au niveau du tube digestif, et par les vaisseaux, ça arriverait au niveau, cette inflammation se propagerait jusqu'au niveau des sacro-iliaques, et là il y a effectivement tout un système circulatoire qui, de la circulation sanguine, qui fait que cette inflammation pourrait ensuite remonter. Ceci étant, pourquoi elle remonte chez certains et pas chez d'autres, voilà. Mais on peut rêver et se dire que, enfin c'est d'ailleurs les études qui sont faites sont faites dans ce sens-là. Étudier le microbiote de chacun et savoir quelles sont les bactéries, les germes, etc. qui manquent, les donner, lesquels sont en trop, et donner des substances qui vont les détruire. Peut-être que ça suffirait, oui. Alors, on peut rêver et se dire que au fond, peut-être que dans un... Alors, on peut penser aussi tout le monde, que toutes les spondylarthrites n'ont pas la même origine. On a pensé aux dents, en tout cas dans la polyarthrite. On pense aussi que les poumons, l'inflammation des poumons, en particulier chez les fumeurs, a un rôle à jouer. Donc, il y a peut-être plusieurs portes d'entrée, mais peut-être qu'un certain nombre de patients pourraient simplement bénéficier des bons d'une greffe fécale, c'est-à-dire on leur donnerait dans des cellules les levures, bactéries, germes, etc. qui manquent, et à condition que ça modifie dans le bon sens le germe. Par exemple, dans la maladie de Crohn, on a pu modifier le microbiote et avoir une amélioration, mais il semble que cette amélioration ne dure pas. Il faut continuer à donner des probiotiques, mais des greffes fécales tout à fait particulières. Donc ça, ce sont des recherches. Hein. Les probiotiques qu'on trouve en pharmacie ne sont pas, pour l'instant, n'ont pas montré d'efficacité. Mais il y a probablement quelque chose à chercher de ce côté-là. Donc ce serait extraordinaire si on pouvait simplement, avec des petites gélules, changer le microbiote et par là changer l'inflammation dans les spondylarthrites. Alors effectivement, ce serait extraordinaire. J'espère pouvoir connaître ce moment-là. Voilà, mais voilà, c'est compliqué. Hein. Et il faut être sûr de modifier le microbiote dans le bon sens et pas dans le mauvais sens. Encore une fois, il semble que ce soit pas si facile que ça de modifier de manière durable le microbiote. Alors, dernière question pour vous, docteur. La graisse abdominale peut-elle jouer un rôle dans l'inflammation des SPA ou une origine métabolique? Alors, ça, c'est dans le cadre des hypothèses. Pour l'instant, on sait que le tissu graisseux n'est pas un tissu aussi amorphe qu'on pourrait le penser ou qu'on l'a pensé pendant longtemps, mais il est légèrement inflammatoire. Il entretient une inflammation chronique au sein de l'organisme. Maintenant, le lien entre ça, cette petite inflammation asymptomatique, c'est-à-dire qu'on ne ressent pas, et une spondylarthrite ankylosante, là, c'est beaucoup plus compliqué. En tout cas, on sait que le psoriasis est plus fréquent chez les gens qui sont en surpoids. Donc, on imagine qu'il y a un lien entre les deux. On sait aussi que les biothérapies marchent moins bien chez les patients en surpoids, peut-être parce que le produit est plus dilué, mais aussi on pense que c'est parce que la masse graisseuse entretient l'inflammation. Mais là aussi, on est dans le domaine des recherches et ça n'est pas si simple de faire le lien entre les deux. C'est très récemment qu'on s'est aperçu que le tissu graisseux était un tissu légèrement inflammatoire, mais sur une longue durée, ce qui n'est pas très bon. Alors, rendez-vous dans 5 ans. Je serais très heureux de refaire ce webinaire dans quelques temps, s'il y a des nouvelles qui sont révolutionnaires, ça n'est pas tout à fait exclu.
Voilà. Donc voilà, plus de questions pour nous, docteur. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions et d'avoir participé à cette webconférence. Mais c'est moi qui vous remercie d'avoir demandé de venir et toujours intéressant que nous puissions discuter ensemble. Nous apprenons beaucoup des patients et nous espérons leur apporter une efficacité thérapeutique adaptée aux connaissances que nous avons, lesquelles évoluent. Le microbiote est une notion très récente et passionnante. Donc, merci à vous de m'avoir invité et j'espère que les auditeurs auront été satisfaits des réponses. Vous ne m'avez pas demandé mes liens d'intérêt, je n'ai aucun lien d'intérêt dans toutes ces histoires. Voilà. Bonne soirée à vous et merci. Merci, Monsieur Poivret, encore pour votre disposition. Merci à tous d'avoir participé à cette webconférence. Vous pourrez la retrouver bientôt en replay sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Bonne soirée et bon appétit. Au revoir. Au revoir, Monsieur Poivret. Allô? Oui, nous vous entendons. Vous avez coupé? Non, on va le faire. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. D'accord. Bonne soirée à vous aussi à Tulle. Merci encore, Merci, docteur. docteur. Merci à vous. Bonne soirée.